Bonjour à tous. Donc je vais vous parler également d'interactions multiples sol-structure, mais exclusivement sous sollicitation sismique. Donc c'est un travail qui a été fait avec plusieurs collègues, parce que je vais essayer de vous donner des éclairages complémentaires. Voilà, donc l'idée c'est de s'intéresser aux sollicitations sismiques. Si on part du mouvement d'une faille, les ondes sismiques vont se propager dans les couches géologiques profondes. Ce qui nous intéresse ensuite, c'est évidemment ce qu'on appelle le mouvement sismique en surface. Donc ce qui va constituer la sollicitation que vont subir les structures. Mais ensuite, c'est évidemment au travers de la réponse dynamique des structures, les interactions dynamiques avec le sol d'une part, et les interactions dynamiques entre structures lorsque celles-ci sont relativement massives et proches les unes des autres. Donc l'idée, en fait, dans cette présentation, c'est de se focaliser sur l'interaction dynamique sol-structure avec un S, et d'essayer de détailler quelques stratégies de modélisation sur ces questions-là. Donc la présentation va se découper de la façon suivante. Les trois premières étapes, finalement, correspondent à trois échelles d'analyse différentes. On va regarder, en fait, les interactions entre fondations, donc toujours en dynamique, sous sollicitation sismique, mais à échelle relativement réduite. Ensuite, les interactions dynamiques entre structures à échelle intermédiaire. Et ensuite, les interactions dynamiques à l'échelle d'un réseau dense de structures, comme ça peut être le cas en milieu urbain, par exemple. Et essayer de voir donc, ce qu'on a appelé l'interaction site-ville, donc interaction dynamique entre un remplissage sédimentaire et un réseau dense de structures, de bâtiments à la surface. Donc là, un aspect un peu plus prospectif, et je terminerai par des conclusions et des perspectives. Donc sur la première étape, interaction dynamique entre fondations, je voulais évoquer une stratégie de modélisation qui est intéressante, qui consiste en fait à adopter une approche dite de macro-éléments. Donc ça, c'est un travail qui a été fait dans le cadre de la thèse de Youssef Aboud à l'IFSTAR, donc Youssef qui travaille maintenant chez Terrasol. Donc l'idée, en fait, c'est de considérer les interactions lointaines avec la sollicitation sismique sous la forme, par exemple, de fonctions d'impédance. Donc on simplifie un petit peu le problème en remplaçant en fait tout ce qui est interaction lointaine, donc plutôt dans le domaine linéaire, à l'aide d'une approche de type fonction d'impédance. Et on concentre toutes les non-linéarités de comportement dans cette réponse dynamique de la fondation et d'un certain volume de sol à déterminer, à l'aide de ce qu'on appelle un macro-élément. Donc on va avoir finalement des ressorts des amortisseurs linéaires à une certaine distance de la fondation. Et cette zone dite de champ proche va être modélisée par une sorte de super ressort multiaxial non linéaire, en quelque sorte, qu'on va appeler le macro-élément. Donc l'idée dans les approches de type macro-élément, c'est de considérer ici la fondation, et puis de concentrer au coin de la fondation, on va dire, des informations donc, qui concernent les interactions lointaines dans le domaine linéaire à l'aide de fonctions d'impédance. Et ensuite d'ajouter, je vais montrer ça dans le transparent suivant, les interactions avec ce volume de sol dans lequel on imagine que les non-linéarités sont concentrées. Alors ça, c'est la stratégie classique pour les approches de type macro-élément, c'est-à-dire qu'on prend un élément de fondation comme ceci, avec des variables généralisées de déplacement et d'effort, et on concentre toutes les informations en ces nœuds stratégiques ici. Donc vous voyez qu'on concentre tout ce qui se passe dans un certain volume de matière en quelques nœuds particuliers. L'idée dans le travail de thèse de Youssef Aboud, ça a été d'essayer de développer une approche dite hybride, où en fait on va concentrer en ces nœuds stratégiques ici toutes les informations qui concernent ce volume de sol qui va se comporter de façon non linéaire. On va en fait coupler ça avec un maillage élément fini qui va représenter simplement le rayonnement des ondes avec le milieu qui reste dans le cadre d'un comportement linéaire. Ce qui va permettre ensuite finalement de juxtaposer plusieurs fondations et d'essayer de voir les situations où on peut avoir des interactions entre fondations via le sol finalement. C'est finalement le rayonnement de vibrations d'une fondation à l'autre qui va créer une interaction dynamique. Donc voilà un petit peu les deux types d'approches. L'approche classique, l'approche hybride, donc avec ce couplage avec un modèle élément fini, qui est facile à gérer puisqu'on reste dans le domaine non linéaire, et tout ce qui est
dynamique non linéaire est concentrée en ces nœuds rouges qui sont représentés ici à l'écran. Alors on va imaginer 3 mécanismes plastiques pour représenter ces interactions dynamiques avec le volume de sol qui va se comporter dans le domaine non linéaire. Donc un mécanisme de glissement, un mécanisme en capacité portante directement inspiré de l'Eurocode 8, et puis un mécanisme en basculement. Alors comment se fait le couplage avec le modèle élément fini? Donc comme je disais précédemment, on a ici représenté en bleu les interactions linéaires avec le sol situé assez loin de la fondation, donc avec des fonctions d'impédance. Et puis les flèches noires ici, on concentre au point rouge les interactions dynamiques avec le volume de sol qui va se comporter dans le régime non linéaire. Donc ça, c'est l'approche classique. Et puis dans l'approche que Youssef a développée dans sa thèse, donc l'approche hybride, ben simplement, dans la formulation élément fini, on va remplacer une partie des efforts. Ici, vous voyez, dans la partie macroélément, ME, c'est pour macroélément, on va remplacer une partie des efforts par ces efforts concentrés. Donc on va substituer une partie des efforts dans le modèle élément fini par des efforts qui rendent compte de cette interaction dynamique non linéaire avec un certain volume de sol que l'on remplace par cet outil macroélément. Donc ça va permettre de représenter le problème à une échelle un petit peu plus grande. Notre fondation, l'interaction dynamique avec un certain volume de sol qui se comporte de façon non linéaire, et puis la propagation des ondes sismiques en champ un petit peu plus lointain. Donc on est amené ensuite à utiliser des couches absorbantes pour éviter les réflexions parasites aux frontières du modèle. Alors qu'est-ce que ça nous donne en termes de comparaison de différentes approches? L'approche classique, concrète, la plus compliquée, ça consiste à prendre un modèle élément fini qui décrit tout ce qui se passe. Donc on va avoir les fondations superficielles, la superstructure, on va avoir le sol à comportement élastoplastique au voisinage des fondations, les ondes qui se propagent un petit peu plus loin, des couches absorbantes pour éviter les réflexions parasites. Et à l'aide d'un modèle comme ça, on peut tout calculer, mais c'est évidemment beaucoup plus lourd que la solution avec l'approche de type macroélément. L'approche de type macroélément sous sa version classique, comme je l'évoquais tout à l'heure, donc c'est l'approche avec un seul macroélément. Donc ici, on en a mis un seul ici, un seul à côté, ça veut dire qu'il n'y a pas d'interaction entre les deux, un troisième ici isolé, un quatrième ici isolé. Donc on va représenter localement l'interaction avec un volume de sol qui va plastifier, mais on n'aura pas d'interaction dynamique entre les différents éléments de la fondation. Et puis l'approche hybride que nous avons développée récemment, qui consiste à dire on concentre ici en ces points rouges toutes les non-linéarités de comportement du sol, donc correspondant à la réponse d'un certain volume de sol sous chaque élément de fondation, et les interactions dynamiques vont être modélisées au travers du maillage élément fini avec lequel les 4 modèles de macroéléments sont couplés. Mais ce modèle élément fini va rester dans le domaine en régime linéaire. Donc on va juste étudier la propagation des ondes élastiques qui vont représenter l'interaction. Donc ça va être plus léger en termes de volume de calcul et de quantité de données. Alors si on compare les 3 approches, donc le modèle élément fini complet, l'approche classique par macroélément indépendant et l'approche hybride par macroélément couplé via le modèle élément fini, voilà le genre de résultat qu'on peut obtenir. Donc sur les 4 fondations superficielles, on va regarder le degré de liberté en rotation. Ici, vous avez la réponse sismique du modèle élément fini complet. Donc on voit en fait la réponse dynamique et puis le basculement en rotation permanent obtenu avec le modèle élément fini non linéaire complet. Ce que l'on obtient avec le modèle macroélément classique, donc avec les 4 éléments de fondation complètement indépendants, et ce que l'on obtient avec le modèle hybride, donc dit HMM, où on voit ici le basculement permanent qui est obtenu en fin de sollicitation sismique. Donc vous voyez que l'approche avec le macroélément classique est moins satisfaisante que celle que l'on obtient en tenant compte des interactions entre les différents éléments de fondation. Donc ça, c'était la première stratégie de modélisation pour étudier les interactions entre différents éléments de fondation. Deuxième stratégie de modélisation pour étudier l'interaction entre structures à échelle moyenne, on va dire, échelle intermédiaire. Alors l'idée, en fait, c'est de considérer les approches qui sont assez répandues en génie parasismique, qui consistent à prendre une colonne de sol, étudier la réponse sismique de cette colonne de sol. Donc typiquement, on va injecter une sollicitation sismique incidente à la base de la colonne. L'onde va se propager dans la colonne.
se réfléchir à l'interface entre les différentes couches et on va avoir la réponse en surface, y compris en régime non linéaire, donc sous sollicitation sismique relativement forte. Une fois qu'on a la réponse en surface, donc le mouvement sismique, comme je disais en introduction, l'approche relativement simple va consister à injecter cette sollicitation à la base de la structure pour obtenir la réponse de la structure. Donc ce sera plutôt une analyse assez simple avec un chaînage de deux calculs. Alors, il y a plusieurs limitations importantes à ce type d'approche. C'est que d'une part, en général, on ne considère qu'une seule composante du mouvement, c'est-à-dire on va considérer souvent une composante en cisaillement, en mouvement horizontal. On ne tient pas compte du comportement non linéaire 3D du sol. On a une colonne 1D, donc on a une limitation aussi sur la représentation de la réponse du sol et évidemment des interactions dynamiques avec la structure qui ne sont pas prises en compte dans un tel cas. Donc l'idée, ça a été de développer, donc on a fait ça avec une collègue de l'université de Nice, une approche qui consiste en fait à prendre une colonne de sol 1D, mais en prenant les trois composantes de la sollicitation sismique. Donc c'est ce qu'on a appelé l'approche 1D et trois composantes. Donc on a notre colonne de sol avec les différentes couches, les différents éléments finis linéiques, on va dire, et on a en chacun des points trois composantes du mouvement qui correspondent en fait aux trois directions du mouvement sous l'effet du passage de la sollicitation sismique. Donc l'idée du point de vue sismique, c'est de considérer les trois composantes de la sollicitation, et du point de vue géotechnique, c'est de considérer dans la réponse du sol le trajet de chargement tridimensionnel qui va en fait influencer fortement la réponse du sol en régime dynamique non linéaire. Alors on a testé cette approche sur le séisme de Tohoku, donc voilà un des sites japonais sur lesquels on a travaillé. On a essayé de comparer en fait cette approche 1D, trois composantes, qui vous donne une réponse dans un diagramme contrainte de cisaillement, déformation de cisaillement de ce type-là. Donc vous voyez les non-linéarités très fortes en termes de réponse suivant les trois composantes de la sollicitation. Si on fait la même chose en superposant trois réponses calculées de façon indépendante avec une seule composante de sollicitation à chaque fois, vous voyez que les non-linéarités sont beaucoup moins fortes dans la réponse de la colonne de sol, donc la réponse qui est obtenue en surface en injectant la sollicitation dans notre modèle 1D, trois composantes. En partant de là, on s'est dit pourquoi ne pas l'utiliser en interaction sol-structure. Donc l'idée, ça a été de compléter ce modèle-là avec ce qu'on a appelé, donc là ça fait l'objet d'une thèse qui est en cours à l'université de la Côte d'Azur, le modèle en T. Donc on part de notre colonne 1D avec les trois composantes, et puis à une certaine distance de la surface, donc à déterminer en fonction d'un certain nombre de critères dont je reparlerai, on va en fait transmettre le mouvement à un pavé 3D qui représente le sol près de la surface et qui va permettre d'étudier les interactions dynamiques avec la structure. Donc l'objectif, c'est de pouvoir ensuite étudier par exemple les interactions entre deux structures voisines à l'aide de ce modèle en T. Donc on a transmission du mouvement à l'interface. Donc le mouvement en haut de la colonne va être intégralement transmis. Donc on va avoir aussi une adaptation d'impédance à faire entre la colonne de sol et évidemment le modèle 3D qui est proche de la surface. Et les mouvements vont être intégralement répartis sur l'interface entre les deux. Et puis on aura sur les faces latérales des conditions périodiques qui représentent ce qui se passerait dans une colonne de sol unidimensionnelle. Donc on a en fait accès à la réponse de la fondation superficielle. L'interaction structure-sol-structure peut être étudiée à l'aide de modèles de ce type-là. Et puis on a évidemment une réduction du temps de modélisation et du temps de calcul. Donc c'est de l'ordre d'un facteur 7 d'après les simulations qui ont été faites pour l'instant. Alors quelle est la taille de ce pavé 3D dans le modèle en T? Ça peut être un des critères, ça peut être un critère statique par exemple, en considérant que l'état de contrainte en fonction de la profondeur, en présence et en l'absence du bâtiment, va évoluer à peu près de cette façon-là en fonction de la profondeur. Et on peut dire, voilà, on va essayer d'appliquer ce critère statique en disant que l'état de contrainte est à peu près le même avec et sans bâtiment, au-delà d'une profondeur de 5 mètres dans ce cas-là. Donc dire que notre pavé peut faire 5 mètres d'épaisseur. On peut aussi prendre des critères dynamiques en disant que les ondes vont rayonner à l'intérieur du sol et que la distance à partir de laquelle les ondes rayonnées vont avoir une amplitude suffisamment faible vont nous conduire éventuellement à une épaisseur de pavé un petit peu plus forte.
Alors comme c'est un travail qui est en cours, je n'ai pas énormément de résultats à vous montrer. Simplement, ici, un exemple qui est en cours d'analyse. Donc au lieu de faire un modèle 3D volumique en dynamique non linéaire très compliqué comme celui-ci, l'idée c'est par exemple, donc il y a ce modèle qui est en cours d'analyse par Ren Fares qui fait sa thèse sur ce sujet-là. C'est donc un modèle de la préfecture de Nice. Vous avez la superstructure ici, la colonne de sol, donc avec l'approche 1D, 3 composantes en dynamique non linéaire, le pavé ici représentant le volume de sol près de la surface qui permet en fait de représenter les interactions dynamiques avec la structure. Donc voilà pour la deuxième stratégie de modélisation. La troisième stratégie de modélisation, cette fois à plus grande échelle, donc on est passé de la petite échelle, différents éléments de fondation, l'échelle intermédiaire, à une échelle un petit peu plus grande, où là on s'intéresse à l'interaction entre un remplissage sédimentaire et un réseau dense de structures à la surface. Donc ça peut être une ville, donc c'est ce qu'on a appelé l'interaction site-ville, parce que c'est des échelles éventuellement hectométriques, voire quelques kilomètres dans certains cas. Donc l'idée, c'est d'essayer de représenter en fait l'amplification des ondes sismiques dans les couches de surface et les interactions avec les structures, avec les bâtiments situés à la surface. Alors pour élaborer de tels modèles, évidemment, dans un premier temps, on a commencé avec des approches linéaires, donc soit par éléments finis, soit par, ici, pour cet exemple-là, par la méthode des éléments de frontière. Vous voyez ici l'amplification des ondes sismiques à la surface qui est assez forte dans cette zone-là. Et vous voyez les interactions avec les structures en surface en fonction du nombre de structures. Vous voyez l'évolution des interactions dynamiques entre la réponse du bassin sédimentaire et la réponse des structures. Donc véritablement une interaction entre ce réseau de structures et la formation sédimentaire qui est en dessous. Et évidemment des interactions entre structures via le sol. Donc ça, c'était les tout premiers résultats sur le sujet. Alors ce qu'on a essayé de faire, c'est d'essayer d'évaluer le mouvement sismique en présence de la ville, et on a soustrait à ce résultat-là, donc ce mouvement sismique urbain, on va dire, on a soustrait le mouvement sismique en champ libre, c'est-à-dire en l'absence de structure. Donc ça nous a donné ce qu'on appelle en fait les perturbations. Donc c'est l'effet des structures qui est pris de façon isolée, en fait, puisqu'on a soustrait l'effet en champ libre de la réponse du sol. Alors vous voyez un premier exemple ici qui vous montre à différentes distances de la ville le champ d'onde sismique en fonction du temps. Donc vous voyez qu'on a un champ d'onde rayonné par la ville qui est relativement important, qui a une direction privilégiée vers les couches de sol les plus profondes ici. Donc on a cet effet dynamique de groupe dont on parlait tout à l'heure, et puis un effet de surcroît, un effet de directivité qui est assez marqué comme ceci. Donc vous voyez une perturbation du champ d'onde sismique qui est assez importante et qui dépend en fait du type de structure. Si on change les caractéristiques des structures, donc là j'ai pris des structures, c'est un exemple un peu canonique avec des structures de géométrie toutes identiques. Si on passe maintenant à un exemple un peu plus réaliste avec différents types de structures, différentes largeurs, différentes hauteurs, vous voyez que les perturbations induites par les interactions entre les structures et le sol sont assez différentes, les amplitudes sont différentes, l'effet de directivité se retrouve, et vous voyez qu'entre la partie dense de la ville à gauche et la partie beaucoup moins dense à droite ici, les perturbations sont beaucoup moins fortes dans la partie peu dense par rapport à la partie très dense. D'accord ? Alors ça, c'était des travaux un peu exploratoires que nous avons fait sur le sujet. Et plus récemment, avec donc la thèse de Chiara Varrone qui a travaillé avec l'université La Sapienza à Rome, on a eu la chance de travailler en fait sur un modèle géologique 3D de la vallée du Tibre, dans le centre de Rome, pour laquelle on a des données très précises des différentes constructions qui se sont développées au cours des dernières années. Donc vous voyez en 2005 le profil qui est représenté ici, avec les constructions qui sont existantes à cette époque-là. À partir de 2009, vous avez une nouvelle construction ici. Et puis à partir de 2011, la plus haute tour, le plus haut gratte-ciel construit dans la ville de Rome, donc qui va permettre en fait d'étudier l'influence de ces différentes structures sur les interactions dynamiques à grande échelle. Donc je vais terminer par quelques résultats sur ce modèle-là. Donc ça vous montre la réponse sismique en temps pour les différentes typologies de construction au fil des années, 2005, 2009, 2011.
Et vous avez ici le mouvement vertical en haut et le mouvement horizontal en bas qui vous montrent en fait l'effet des structures. Vous voyez que dans les zones où la densité de structure est très forte, le mouvement sismique est très largement réduit. En fait, l'effet de ces perturbations que j'évoquais tout à l'heure a tendance à réduire le mouvement sismique à la surface. Vous voyez une très faible amplitude ici. Et puis, ça se reproduit ici, au niveau de la grande tour. Vous voyez une très faible amplitude dans cette zone-là, une très faible amplitude dans cette zone-là. Donc, on a un effet d'interaction, d'interférence plutôt intéressant pour ce cas-là. Alors, si maintenant on essaie de regarder dans le domaine des fréquences, on va avoir une vision un peu plus complète des choses. Voilà ce que ça donne dans le domaine des fréquences. Toujours les constructions en 2005, les constructions en 2009, les constructions en 2011. Et on regarde ici, à différentes distances des constructions, l'amplitude de la réponse en surface en fonction de la fréquence. Alors ce que vous voyez ici, c'est qu'à très basse fréquence, l'amplitude est quand même relativement forte. Donc ça veut dire que notre effet de groupe à basse fréquence va avoir tendance à conduire à une amplitude relativement forte. Et vous voyez que la réduction d'amplitude, donc les valeurs les plus sombres ici, la réduction d'amplitude va être très forte à des fréquences un petit peu supérieures. Donc là, entre 2 et 4 Hz, par exemple, vous voyez qu'on a une réduction d'amplitude extrêmement forte. Donc là, c'est le facteur de réduction d'amplitude que je vous donne en couleur ici. Et donc, vous voyez que ça dépend de la position à l'intérieur du réseau de structure et ça dépend aussi de la fréquence. Donc là, quand on ajoute la structure qui est ici, vous voyez, augmentation dans cette gamme de basse fréquence et diminution très forte pour les fréquences plus élevées. Et quand on ajoute la structure très très élevée, la grande tour, vous voyez qu'on a une réduction d'amplitude pratiquement dans toute la gamme de fréquences. D'accord ? Alors pour terminer, j'ai tracé aussi pour cet exemple-là les perturbations, donc la différence entre la réponse avec structure et le champ libre, la réponse sans structure. Voilà le genre de résultat qu'on obtient. Donc sur les composantes verticales du mouvement, la différence est relativement faible. Vous voyez qu'en revanche, sur les composantes horizontales, on a un champ d'onde rayonné, donc des perturbations qui sont très importantes. Et c'est en fait les interactions entre le champ libre et les perturbations qui va conduire à cette réduction d'amplitude dans les gammes de fréquences plus élevées qu'on a observées précédemment. Et vous voyez qu'on a aussi, comme tout à l'heure, un effet de directivité vers la partie ici droite du remplissage, avec des perturbations qui sont plutôt, qui se propagent plutôt vers la droite. Alors en conclusion de la présentation de ces différentes approches, donc à l'échelle la plus petite, la modélisation des fondations, donc je vous ai montré l'intérêt des approches de type macroéléments et puis surtout le modèle hybride qui permet de représenter de façon assez fine l'interaction dynamique sol-structure multiple entre les différents éléments de fondation, ce que ne permet pas de représenter l'approche de type macroélément classique avec un macroélément isolé du reste du monde, on va dire. L'interaction sol-structure au pluriel à échelle intermédiaire, donc avec le modèle 1D, 3 composantes en dynamique non linéaire qui a été validé, et cette nouvelle approche donc appelée modèle Hanté qui est en cours de développement et qui permet en fait d'alléger grandement les analyses 3D à l'aide de cette simplification de l'analyse de la propagation dans une partie du modèle. Et puis l'interaction site-ville à grande échelle. Donc on a vu l'interaction structure-sol-structure, et puis les potentialités en termes de réduction du mouvement sismique à l'intérieur d'un réseau dense de structures. Donc si on calibre bien la géométrie et les fréquences propres des structures, on peut éventuellement utiliser l'urbanisme comme outil pour filtrer les secousses sismiques dans une certaine mesure. Alors les perspectives là-dessus, alors sur les fondations, c'est évidemment de travailler sur les fondations superficielles, mais aussi les fondations profondes. Les structures multisupports, où là, les interactions vont être d'un type relativement différent, avec des approches de type macroéléments. Il y a des perspectives de ce côté-là. Un point dont je n'ai pas parlé, c'est l'influence de la liquéfaction. Donc là, on a évidemment besoin d'approches simplifiées. On dispose de modèles extrêmement sophistiqués, mais on a aussi besoin d'approches simplifiées pour pouvoir poursuivre un petit peu les travaux que je vous ai montrés dans un cadre qui soit abordable en termes de temps de calcul, de nombre de paramètres à déterminer. Alors je dois signaler au passage une ANR sur les problèmes de liquéfaction qui démarre entre l'IFSTAR, l'école des ponts, l'école centrale, le CEA, EDF et Sol Étanche Bachy, pour essayer de mieux caractériser les sols naturels vis-à-vis de la liquéfaction et essayer de proposer des méthodes de réduction du risque de liquéfaction.
et puis un projet national barrage sous séisme qui doit démarrer en 2018. Et puis pour terminer, ce qui reste nécessaire pour les analyses à grande échelle, c'est de regarder de plus près les effets non linéaires, donc la propagation des ondes, mais pour des séismes relativement forts. Donc là, il y a évidemment une question d'enjeu qui se pose, parce qu'à de telles échelles, il faut voir quels sont les enjeux. Est-ce que les enjeux en termes de conception ou de renforcement justifient en fait de mettre en œuvre des approches aussi complexes à de telles échelles? Ensuite, la stratégie de modélisation. Et puis, évidemment, relié aux enjeux, c'est le volume de données considérable en régime dynamique non linéaire qui serait nécessaire d'avoir pour étudier la réponse du sol. Donc voilà le genre de choses que l'on peut étudier en dynamique non linéaire à grande échelle, à l'échelle d'un bassin sédimentaire. Vous voyez que c'est une autre paire de manches. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Jean-François. Sujet est véritablement captivant, où on voit que finalement les structures de surface ou de fondation interagissent avec la réponse de dynamique en surface. Probablement des questions sur la thématique. Oui, Luc. Luc Torel de l'IFSTAR. Est-ce que tu as eu l'occasion de confronter à des expérimentations ces simulations, soit des mesures in situ sur des ouvrages instrumentés, soit sur des modèles centrifugés, par exemple? Alors sur les approches de type macroéléments, il y a eu un certain nombre de vérifications, validations expérimentales. Sur le modèle 1D, 3 composantes, par exemple, pas sur le modèle en T encore, mais sur les prémices, le modèle 1D, 3 composantes, je vous montrais tout à l'heure des résultats sur le séisme de Tohoku au Japon en 2011. Donc il y a eu des comparaisons, donc on a publié plusieurs articles là-dessus, des comparaisons avec les résultats expérimentaux. L'intérêt au Japon, c'est que non seulement on a des secousses fortes dans des réponses dans le domaine non linéaire, mais on a des informations sur ce qui se passe en profondeur et en surface. Donc ça permet aussi de faire des comparaisons, des validations. Alors après, sur le dernier point et les effets à grande échelle, c'est un petit peu plus difficile. On a des validations expérimentales à toute petite échelle avec des modèles physiques en labo, où on représente par exemple le bassin sédimentaire avec une plaque qui vibre par exemple, et puis les structures par des tiges métalliques. Donc ça c'est, je dirais, l'étape intermédiaire. Pour faire des modèles par exemple en centrifugeuse, en conditions un peu plus représentatives pour le sol, c'est un petit peu difficile parce que les échelles de similitude auxquelles on travaille ne permettent pas de reconstruire une ville à petite échelle en centrifugeuse. Et les mesures qu'on peut faire, je dirais, in situ sont aussi assez complexes, puisque finalement, on ne peut pas faire de mesures avec et sans la ville. Ou, voilà, dans le cas de Rome, on a des mesures à différentes étapes de construction. Mais une des solutions sur laquelle on travaille ces derniers temps, c'est d'essayer de travailler sur les ondes de surface qui, en fait, sont créées par les interactions dynamiques. On a l'idée d'essayer d'extraire en fait, des mesures qui sont faites sur site, la proportion d'ondes de surface qui sont dues en fait, aux vibrations des structures qui rayonnent de l'énergie dans le sol. Donc ça, c'est une des pistes pour essayer, dans des mesures in situ, d'extraire les informations pertinentes. Merci Jean-François. Oui, quelqu'un derrière le poteau, effectivement. Luc. Juste une petite question sur les calculs que vous avez faits sur les exemples du Japon. Parce que finalement, vous avez parlé dans la conclusion là, de la prise en compte de la liquéfaction, mais il y a aussi, je dirais, tous les cas intermédiaires où on n'est pas liquéfiable, mais où on a quand même du couplage en eau drainée avec des montées de pression qui font que la contrainte isotrope va changer, donc les modules de cisaillement aussi, et donc la réponse. Donc, personnellement, moi, j'ai participé sur toujours les retours d'expérience japonais, mais sur le volet barrage. Et on a vu, par exemple, que dans les noyaux de barrage, ça a joué un rôle très, très important, la prise en compte de cette non-saturation. Et je me demandais, là, sur votre calcul sur la colonne de sol, si vous aviez pris en compte ces subtilités-là ou pas. Alors là, sur la colonne de sol, il n'y a pas du tout de prise en compte de l'effet des fluides interstitiels, enfin, dans cette présentation-là. Je le mentionne en perspective, parce qu'on a aussi travaillé là-dessus
ces dernières années. Il y a par ailleurs, alors ce n'était pas forcément le sujet du jour, une thèse en cours avec EDF TEGG sur ces questions-là. Donc, et on a notamment eu la chance de travailler sur les observations qui ont été faites suite au séisme au Japon, dans la ville d'Urayasu notamment, où il y a en fait des observations de terrain très très fouillées qui ont été faites pour relever en fait des indices de liquéfaction ou non liquéfaction en différents endroits de la ville. Et on a essayé de confronter, alors, non pas des modèles un peu plus pointus comme ceux que j'ai évoqués ici, mais des modèles, je dirais, de niveau de complexité intermédiaire, des modèles plutôt empiriques, pour essayer de voir en fonction du niveau de montée de pression interstitielle, si on arrivait à retrouver les observations de terrain. Et avec les travaux qui sont en cours, les lois empiriques sur lesquelles on a décidé de s'appuyer, ça marche plutôt bien. Mais c'est des approches de nature un petit peu différentes, puisque là, il n'y avait pas du tout de prise en compte de la liquéfaction. Et puis en dehors de ces modèles empiriques, ce qu'on a essayé de développer ces dernières années, c'est des modèles qui s'appuient, par exemple, des modèles de niveau de complexité intermédiaire qui s'appuient par exemple sur les approches de type front de liquéfaction qui ont été proposées par Yai au Japon il y a quelques années et qui sont maintenant incorporées dans cette approche 1 des 3 composantes que j'évoquais aujourd'hui, donc qui permettent d'aller un petit peu plus loin et de représenter la liquéfaction de façon raisonnable, on va dire, sans avoir à ingérer des dizaines de paramètres qu'on n'est pas toujours capable d'évaluer. Donc voilà, il y a 2 niveaux en fait, un niveau vraiment très empirique et puis un niveau qui est vraiment connecté à l'approche dont je parlais là, mais que je n'ai pas eu l'occasion de présenter aujourd'hui, mais peut-être une future séance sur la liquéfaction quand le projet ANR aura bien avancé, ce sera intéressant. Parce qu'on a aussi l'idée dans ce projet-là de faire des essais en conditions contrôlées, en centrifugeuse et sur table, en centrifugeuse à Lifstar et sur table vibrante au CEA, en plus d'essais de laboratoire un peu plus classiques et d'essais in situ, pour avoir une palette complète de méthodes de caractérisation, notamment sur les sols naturels, ce qui manque cruellement. Merci Jean-François. On a le temps d'une dernière question. Oui, Gildas ? Oui, je voulais juste savoir sur les modèles là, qui sont utilisés, la propagation des ondes, elle est verticale. Et est-ce qu'il est possible de les incliner aussi alors entre autres, par exemple, dans le modèle hanté, est-ce qu'on peut avoir des ondes SH avec une propagation légèrement inclinée? Alors on peut avoir, donc comme je le disais, l'intérêt c'est qu'on peut avoir toutes les composantes. Après, pour ce qui est notamment avec des modèles indés, on peut toujours, voilà, ceux qui s'y sont risqués savent qu'on peut toujours bricoler quelque chose pour incliner un petit peu, mais pas trop, le chandon d'incident. Donc ça reste délicat, notamment voilà, quand on veut des modèles relativement simplifiés. Après, on est obligé de passer à des modèles 3D en intégrant la source pour avoir des effets, par exemple, de directivité de la source. En revanche, c'est des choses qui se font naturellement dans les approches, de ce type-là, par exemple, par élément de frontière, où là, en fait, on résout le problème uniquement sur les interfaces entre les différentes couches. Donc ça veut dire que sous cette ligne-là, finalement, dans notre modèle, on peut mettre ce qu'on veut. On peut mettre des ondes planes à incidence oblique, on peut mettre une source ponctuelle, une source étendue, donc avec les approches plutôt de type élément de frontière, comme c'est le cas pour ce résultat-là. Là, on a une latitude beaucoup plus grande pour le choix des sources sismiques, donc pour notamment choisir des choses plus représentatives des situations typiquement de sources étendues ou peu profondes.